Il est le numéro 2 du CSG, le Centre Spatial Guyanais à Kourou. Son titre exact, tenez-vous bien, c'est sous-directeur en charge de la protection, de la sauvegarde et de l'environnement. Il a aussi été DDO, directeur des opérations, celui qui dit 5, 4, 3, 2, 1, 0 avant un décollage, sur des missions emblématiques comme Rosetta par exemple. Ça fait 25 ans qu'il travaille en Guyane, qu'il a vu décoller parmi les plus belles missions européennes, et c'est aussi un ami de la Cité de l'Espace puisqu'il vient régulièrement nous rendre visite pour donner des nouvelles du CSG et d'Ariane 6. Je suis Benjamin Péter, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, et pour ce second épisode, je suis ravi de recevoir Thierry Vallet. Je lui ai demandé quel était son tout premier souvenir d'espace. C'est très certainement, en fait, pendant les vacances scolaires, d'observer les Perséides au mois d'août, pendant la campagne chez mes grands-parents. Ouais, ça se passait où ? Dans les Landes, à Soupros, vraiment petite bourgade, pas très loin de l'Adour, là, du fleuve de l'Adour, là où il y avait mes grands-parents. Donc, j'y passais tous les mois d'août, et avec ma grand-mère, qui honnêtement comprenait absolument pas la grandeur de l'univers ou quoi que ce soit. Mais cette beauté. Mais voilà, aimait juste cette beauté, et puis je lui expliquais avec mes mots. À l'époque, mais certainement pas des mots très scientifiques, mais ce que c'était qu'une pluie d'astéroïdes, ça est associé à un ancien passage de comète à proximité de la Terre, etc. Ouais, donc ça c'est vrai que ça a bercé finalement tous mes étés et toutes mes vacances de gamin. Et puis très rapidement, j'ai en fait de toute façon les yeux qui ont été attirés par le ciel, parce qu'en fait mes parents et moi-même, donc on habitait à Aire-sur-l'Adour, donc toujours dans les Landes, où se trouve depuis 60 ans donc le centre du CNES, du Centre national d'études spatiales, pour le lancement des ballons stratosphériques. Ma maison était à quelques encablures du centre, et très régulièrement donc je voyais sortir quelques heures avant le lâcher d'un ballon le petit dirigeable là qui montait pour pouvoir avoir la direction et la force du vent à 100 mètres d'altitude. Hop, ça c'était le signal qu'il fallait que je prenne mon vélo pour partir au centre du CNES pour aller voir le lâcher du ballon. Alors ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui ce serait verrouillé, il faudrait montrer sa carte d'identité, etc. Là, on laissait un gamin assister à tout ça et forger sa passion aussi. C'est ça qui était assez génial. C'est ça qui était génial, effectivement. La sûreté et la sécurité se sont heureusement et hélas renforcé, heureusement, parce que ça permet quand même de pouvoir mieux maîtriser les choses, parce que finalement j'aurais pu avoir un accident, mais hélas, parce qu'effectivement si aujourd'hui un gamin voulait faire la même chose et finalement forger sa future passion pour l'espace, ne pourrait pas le faire, en tout cas pas comme ça. Ouais. Donc oui, c'est vraiment j'en garde une sacrée chance, oui. Et vous y faisiez quoi alors ? Vous pouviez toucher, vous pouviez vous approcher des choses ? Toucher, non, mais par contre, chose qui finalement a drivé toute ma vie et toute ma carrière et toute ma passion finalement, c'est de pouvoir parler et échanger avec les techniciens qui mettaient en œuvre le ballon, avec les scientifiques qui mettaient en œuvre la charge utile et la charge scientifique qu'il y avait sous ce ballon sur la nacelle, avec les météorologues, parce qu'il y avait 2 météorologues qui étaient là pour assurer la mission par rapport aux conditions aérologiques du moment, avec le directeur du centre même à l'époque, qui en plus venait de Kourou, donc qui avait plein d'anecdotes à me transmettre. Donc oui, c'est l'opportunité avant tout c'était de pouvoir parler, échanger, poser des questions et avoir des réponses. Alors pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on se retrouve à Kourou, il y a donc des études d'abord dans l'informatique. Finalement, on s'éloigne un petit peu au début du spatial. C'est pas forcément la destination finale. Ouais, j'ai pas eu l'opportunité, pour diverses raisons, de pouvoir intégrer une grande école finalement après le baccalauréat pour donc vraiment la filière royale, type Supaéro ou
autre. Donc j'avais quand même des facultés, des facilités dans les mathématiques et finalement dans l'informatique. Donc c'était une façon quand même pour moi, et c'était réfléchi, de pouvoir rentrer par la petite porte dans le spatial, puisque je me suis quand même spécialisé dans mes études d'ingénieur en informatique sur le côté logiciel embarqué, logiciel temps réel. Donc les logiciels critiques qui servent à des systèmes critiques comme des fusées ou les satellites à pouvoir être autonomes dans l'espace. Avec une opportunité incroyable derrière, le service civil, quoi. Voilà, donc encore à l'époque, il y avait l'obligation pour les jeunes garçons de faire ce service, et pour le coup, j'ai eu l'opportunité de le faire en version civile à Kourou, au Centre spatial guyanais, donc au service des opérations. En plus, très très bien phasé avec les premiers souffles d'Ariane 5 sur le sol guyanais, donc avec les essais combinés d'Ariane 5, donc c'est-à-dire les essais préparatoires au premier lancement pour pouvoir s'assurer de la cohérence et de la compatibilité entre les moyens sol, donc le pas de tir, les moyens de remplissage, etc., et puis le lanceur. Donc j'ai accompagné modestement, puisque j'avais pas de rôle vraiment très majeur, mais donc j'ai accompagné modestement cette phase-là, et puis jusque donc au lancement de la première Ariane 5 le 4 juin 1996, et cette fin un petit peu funeste de ce lanceur, car en 40 secondes après le décollage, qui s'est auto-neutralisé, ça a valu d'ailleurs, pour l'anecdote, donc une fin de service national civil très militaire, puisque je me suis retrouvé intégré au bataillon du 3e régiment étranger d'infanterie, donc la Légion étrangère à Kourou, pour aller ramasser dans la savane les morceaux, les fragments de l'Ariane 5, pour alimenter finalement l'enquête, voir ce qui n'allait pas pour pouvoir corriger tout ça. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est-à-dire que vous entrez un peu par la fenêtre, par les systèmes embarqués, et c'est ces systèmes embarqués à Kourou qui vont faire que vous allez complètement forger cette destinée, quoi. Absolument, oui. Donc déjà, en tant que témoin oculaire, ouais, ce matin du 4 juin 1996, témoin au plus près sur le terrain de la récupération de ces éléments, donc des coiffes, des 2 demi-coiffes, du moteur Vulcain, de l'avionique, de tous ces morceaux. Il reste des gros morceaux dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte parce que... Oui, le plus gros morceau qu'on a récupéré, donc c'est le moteur Vulcain et le bâtimoteur, donc la partie inférieure du réservoir hydrogène de l'étage principal. C'était quand même un fragment qui était resté intègre, qui pesait de l'ordre de 4 tonnes, et qui avait un volume d'une vingtaine de mètres cubes. C'était quand même retombé de 4 km d'altitude, donc avec la vitesse de retombée et l'énergie à l'impact, c'est retombé quand même dans une savane qui était d'ailleurs inondée à l'époque, puisque c'était la saison des pluies. Ça s'est retrouvé quand même sous 2 mètres d'eau, d'une vase, etc. Donc il a fallu quand même déployer des moyens logistiques particuliers, donc une grande grue qui permet de soulever ça, qui était sur flotteur, qu'on a dû faire avancer dans cette savane humide. Avant de pouvoir relever tout ça, comme il y avait quand même des systèmes pyrotechniques dans le moteur, on a dû envoyer des pompiers démineurs pour pouvoir s'assurer que les charges pyrotechniques n'allaient pas être un danger et exploser finalement au moment où on allait relever le moteur. Ouais, c'était vraiment assez incroyable. Et il nous a fallu, entre le repérage, la réflexion de la logistique à mettre en place, et puis après tout organiser, récupérer, il a fallu quasiment un mois pour récupérer cet élément. Et après, il a fallu comprendre ce qui n'avait pas marché, et c'est là que vous intervenez. Et là, j'ai eu la chance aussi d'intervenir finalement, puisque donc au bout des 18 mois dans mon service national, j'ai quitté la Guyane. Honnêtement, je savais pas si j'allais y revenir un jour, mais je gardais ça en tête. Mais j'ai quitté la Guyane pour rejoindre l'Hexagone, pour essayer de trouver ma première expérience professionnelle. Et puis, j'ai vu une annonce passer. Cherche ingénieur en sciences informatiques spécialisé dans les systèmes temps réel embarqués. Ça tombe bien. Pour pouvoir travailler sur le déverminage finalement des logiciels défaillants du vol Ariane 5. Donc déverminage, c'est pour expliquer, c'est comprendre ce qui a déconné, quoi. Exactement. Voilà, pour pouvoir trouver l'anomalie. Alors pour le coup, l'anomalie en fait elle était toute trouvée. On a su assez rapidement ce qui n'avait pas marché dans le logiciel de la centrale inertielle de la première Ariane 5. Mais pour le coup,
comme on a vu qu'il y avait un problème, tout de suite, on se dit que les autres logiciels du lanceur peuvent avoir le même problème. Donc, en fait, il a fallu passer en revue de manière fine et exhaustive, finalement, toutes les lignes de code qu'il pouvait y avoir dans Ariane 5. En gros, une mémoire saturée, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça. Oui, l'échec d'Ariane 5, effectivement, c'est une petite mémoire saturée qui permettait de stocker une valeur de l'accélération du lanceur. Et cette mémoire était trop petite par rapport à la valeur réelle qu'il fallait stocker dedans. Et donc, le calculateur s'est mis en erreur, qui a fait après que toute la chaîne en aval qui allait vouloir récupérer cette information pour la traiter s'est mise en défaut. Et voilà. Tout ça pour une petite erreur de mémoire. De là, vous vous retrouvez à Kourou, quelques années plus tard. Ouais, voilà. Donc, début 2001, j'ai eu une opportunité de retourner en Guyane. Finalement, c'était resté au fond de ma tête que la Guyane, c'était pour moi. La Guyane et le Centre spatial guyanais et Ariane. Et depuis 2001, je n'ai pas quitté la Guyane. Donc, ça fait 25 ans que je suis au Centre spatial, à passer par petit peu par tous les postes et à maîtriser tous les rouages de ce système quand même très complexe, qui paraît simple finalement quand ça décolle, simple et beau, mais en fait c'est vraiment un système qui est à l'équilibre et le moindre déséquilibre peut faire basculer vers l'échec. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce CSG par rapport aux grands sites de lancement, à Cap Canaveral ou à Baïkonour? Qu'est-ce qui fait cette spécificité française et guyanaise quelque part? Typiquement par rapport à Baïkonour ou par rapport à Vandenberg, déjà c'est que c'est un site civil. Le carcan et la rigueur, voire même la méfiance ou autre militaire, on a quand même une douceur de vie liée au fait qu'on est sur un site civil. Après, ça ressemble un peu plus à ce qu'il peut y avoir à Cap Kennedy, qui est un site plutôt civil aussi. Après, on va me dire que je suis chauvin, mais bon, voilà, c'est la France, et quelque part, dans une activité qui peut être hyper prenante, hyper tendue ou stressante, ou avec des enjeux forts, il peut y avoir la coolitude française. Il n'y a pas forcément à avoir la pression en permanence, etc. Et puis, il y a quand même la touch française qui... Je pense d'ailleurs est un atout du CSG. Moi qui ai beaucoup travaillé avec des constructeurs de satellites étrangers, ils aiment bien venir en Guyane parce que c'est la France, quoi. Voilà, il y a la culture française. Même si on est à l'autre bout, enfin de l'autre côté de l'océan Atlantique, il y a quand même nos bateaux qui nous amènent le vin, le fromage, etc. Donc le petit côté presque, c'est pas péjoratif, mais franchouillard du CSG, c'est aussi un atout qui est vachement intéressant. Et après, effectivement, il y a les atouts cette fois-ci techniques. On a quand même des infrastructures modernes. À titre anecdotique, on a lancé Webb le 25 décembre 2021, mais la première fois que les Américains de la NASA et de Northrop Grumman sont venus en Guyane pour pouvoir voir d'où Webb serait lancé et comment commencer à préparer cette campagne hors norme. Il y avait de l'inquiétude, il y a un enjeu colossal autour de Webb à ce moment-là. Absolument. Pour le coup, je m'en suis occupé parce que j'étais directeur des opérations à l'époque. Donc ça devait être 10 ans, facilement 10 ans avant le lancement. Honnêtement, les discussions que j'avais en visio avant que les gens de la NASA ou de Northrop Grumman arrivent en Guyane, c'était: est-ce qu'il y a du téléphone? Est-ce qu'il y a des routes? Mais où est-ce qu'on arrive? Vous prenez de haut, quoi, un peu. Ouais, et je pense qu'ils ne s'étaient pas renseignés et qu'ils avaient une image de la Guyane des années 50 ou 60. Puis la forêt amazonienne. Je suis allé les chercher à l'aéroport quand ils sont arrivés. On a fait la route entre Cayenne et Kourou. On est allé visiter la salle blanche dans laquelle on a reçu en 2021 Webb. Et les gens de Northrop Grumman qui sont basés à Long Beach, en Californie, quand ils ont vu notre salle blanche, ils nous ont dit: mais waouh, mais vous avez ça en Guyane? Mais eux, ils me disaient: mais leurs salles blanches, elles sont pourries, quoi, à la place. Les leurs, ouais. Les leurs, ouais. Et nous, on a des outils absolument rutilants, modernes. De pointe.
Ouais, de pointe, vraiment. C'est une volonté de l'Europe et de la France d'avoir investi et finalement, on a un centre spatial vraiment de pointe, de référence au niveau mondial. Et après, il y a des atouts alors qui sont un peu moins valables aujourd'hui parce que ce type de mission n'est plus trop à la mode, mais on est sur l'équateur, ou très proche de l'équateur, à 5 degrés de latitude nord. Et donc, pour l'atteinte de toutes les orbites équatoriales, on a un effet vraiment bénéfique lié à la vitesse de rotation de la Terre. Et donc, le fameux effet de fronde, on en profite à pleine puissance et c'est un atout économique et un atout de performance qui est vraiment majeur. C'est ce qui a forgé le succès d'Ariane 4 et d'Ariane 5. On a été leader sur ces marchés parce que le combo lanceur et base de lancement était juste parfait. Pour décrire un peu ce centre spatial guyanais, on n'a pas souvent conscience des dimensions, donc c'est quoi à peu près la taille de ce CSG ? Le centre spatial guyanais, c'est 660 km². Alors ça ne veut pas dire grand-chose. Donc pour les citadins, c'est Paris et sa petite couronne. Ouais, c'est colossal. C'est colossal. Pour les ultramarins, par exemple, c'est 2/3 de la Martinique. D'accord. Ouais, c'est quand même colossal, oui. C'est une très très grande zone. Pour le coup, c'est une très grande zone, mais finalement qui est très peu utilisée pour les usages industriels de l'activité spatiale, puisque c'est à peu près même pas 10% de la superficie qui est vraiment utilisée avec soit des infrastructures de lancement ou des usines de production ou même des routes ou des réseaux télécoms ou autres. Finalement, c'est plus de 600 km² d'espace vierge, en tout cas d'espace naturel. De jungle, en fait, c'est ça? Ouais, et donc il y a des savanes, il y a de la forêt, il y a des marécages, avec toute la faune et la flore sauvage qui vont avec. Donc Et c'est une zone qui est protégée. Donc, pour le coup, finalement, même si ça n'a pas un statut de parc naturel régional, c'est un havre de paix pour les espèces naturelles, les espèces sauvages, que ce soit des oiseaux, des mammifères, des félins. On a, en partenariat avec l'ONF, l'Office national des forêts, ou avec l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, des sujets de surveillance de la faune, donc avec des pièges photographiques répartis un peu partout sur le centre spatial. Et on voit qu'il y a une activité foisonnante et débordante avec beaucoup de félins, en particulier des jaguars et autres, qui sont là et qui sont bien là parce qu'ils ne sont pas embêtés, quoi. Justement, l'une de vos fonctions actuellement, c'est aussi de préserver justement ce biotope. Oui, exactement. Donc actuellement, depuis 4 ans maintenant, je suis le directeur en charge de la protection du centre spatial guyanais. Et le centre spatial guyanais, qu'est-ce qu'il y a aussi à protéger en plus des travailleurs, des infrastructures, de la population autour? Il y a aussi l'environnement. Donc effectivement, c'est une des priorités de mes équipes, c'est de pouvoir faire qu'il y ait un bon équilibre et garder cet équilibre entre une activité industrielle, économique vitale pour la France et pour l'Europe. Le centre spatial guyanais est depuis 60 ans, et à mon avis restera encore très longtemps, du fait de sa position géographique, le point privilégié d'accès à l'espace pour l'Europe. Je ne vois pas un autre endroit que la Guyane pour pouvoir lancer des lanceurs lourds. Et les lanceurs lourds, on en aura toujours besoin. Donc voilà, on a hérité, donc en 1964, lorsque le centre spatial a été créé, d'un environnement incroyable en Guyane. On a aujourd'hui cette responsabilité de la garder opérationnelle aujourd'hui et qu'elle soit en adéquation avec les besoins stratégiques d'accès à l'espace pour la France et l'Europe. Et puis il y a un équilibre à trouver entre ces deux mondes. Parce que bien sûr, un nouveau pas de tir, c'est défricher de l'espace naturel. Oui, donc on peut pas le cacher, on a un impact sur l'espace naturel. On essaye de le minimiser. Typiquement, la première chose qu'on fera, et qu'on a déjà faite à maintes reprises, c'est de réutiliser un pas de tir qui est hors service, le réhabiliter pour pouvoir faire un nouveau pas de tir. Pour le coup, l'impact environnemental sera réduit. Il sera pas nul, il sera réduit. Je reviens sur votre parcours. Évidemment, il y a l'époque des DO. Oui. Des DO, ça parle à tous les gens qui suivent des lancements régulièrement. C'est évidemment celui qui fait ce décompte final. Mais
mais c'est tout ce qu'il y a avant, et c'est ça que j'aimerais bien comprendre. Ouais. C'est donc ce chef d'orchestre avant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est DDO ? Bon, pour ceux qui pensaient chercher un boulot où on se la coule douce, où on travaille que 10 secondes tous les mois, bon, c'est typiquement pas DDO, effectivement. Donc c'est directeur des opérations. Voilà, directeur des opérations, expliquer. Exactement. Donc ce n'est pas une activité uniquement que de dégrainer de 10 à 0 le temps des comptes avant le décollage. C'est effectivement un rôle de chef de projet ou de chef d'orchestre, de la coordination d'une campagne de lancement, la coordination des activités de préparation des satellites et de préparation de la base. Sachant que la préparation du lanceur, de la fusée, c'est vraiment géré par le constructeur de la fusée, donc par Ariane Group pour Ariane 6, par Avio pour Vega C. Le DDO, bon, étant quand même en retrait sur cette activité sur le lanceur. Mais par contre, il est pleinement chef d'orchestre sur les activités donc d'accueil, de préparation, de remplissage des satellites dans les salles blanches, donc qui sont ces infrastructures très très contrôlées en température, en hygrométrie, en propreté, pour pouvoir vraiment cocooner ces satellites, ces joyaux. Et puis donc le DDO est également là en chef d'orchestre de la mise en œuvre de la base de lancement. Alors qu'est-ce que c'est que la base de lancement ? C'est finalement tout ce qui est transverse, tout ce qui est nécessaire. Production d'énergie, de climatisation, la logistique, la météo, la sécurité, les télécommunications, la poursuite télémesure, la poursuite radar, etc., etc. J'en passe des meilleurs. Donc tout ça, il y a un chef d'orchestre qui est là. Et finalement, c'est aussi le DDO, c'est le doigt opérationnel ou le bras armé opérationnel de l'État français qui a délégué au CNES et au directeur du CNES le pouvoir d'autoriser ou de ne pas autoriser le décollage depuis le sol français. C'est une responsabilité d'État et c'est le DDO, le directeur des opérations, qui finalement appuiera sur le bouton qui arrêtera le temps des comptes et empêchera le lancement si un des critères de sécurité en particulier n'est pas atteint. Quelles sont du coup les missions qui vous ont le plus marqué en tant que DDO ? Parce que forcément, on se dit qu'il y a des missions emblématiques. Ouais. Donc, sur une dizaine d'années, donc j'ai été DDO de 2003 à 2012. En 2003, j'étais quand même bien jeune, hein, j'avais 31 ans quand j'ai fait ma première campagne et j'admets que j'en menais pas large, mais bon, j'ai très rapidement appris quand même. Quand vous dites on n'en mène pas large, c'était pour le vol d'Ariane, le dernier vol d'Ariane 4. Le dernier vol d'Ariane 4, donc vol 159. Qu'est-ce qu'on ressent justement là quand on se dit bon bah ça va être à moi là ? On sent qu'on est partie d'un tout, on est la partie d'un tout, et puis quelque part, à un moment donné, on est au sommet de la pyramide. Donc, à un moment donné, c'est vers moi, vers le directeur des opérations, que tous les yeux vont se retourner. Donc, mon premier décompte, final, justement, effectivement, j'étais chargé d'émotions, et je voulais surtout pas me rater, et c'est vrai que c'était assez magique, mais assez stressant quand même. Bon, finalement, ce ne sont que 10 secondes à passer. Mais qui sont l'aboutissement de tout ce qui s'est passé. Ouais. En fait, c'est presque la fin du travail, quoi, les 10 secondes. Après, il y a évidemment tout le vol. Mais... Il y a tout le vol, mais sur tout le vol, on est plutôt passif quand même, ouais. parce que c'est le lanceur. Bon, il y a quand même les moyens de poursuite qui sont à mettre en œuvre, mais c'est un aboutissement. Oui, c'est un aboutissement, ouais. Donc, l'émission, forcément, la première. Même, et en plus, elle était chargée de symboles, parce que c'était la dernière Ariane 4. Donc j'ai vérifié, c'est 15 février 2003. Voilà, 15 février 2003, la 116e et dernière Ariane 4, donc la fin de 15 ans d'exploitation d'Ariane 4 qui ont été absolument incroyables. C'était un lanceur... magnifique, hein, vraiment la référence mondiale. Les Américains venaient lancer sur Ariane 4. Après, pour le coup, j'ai vite enchaîné puisque mon deuxième lancement, ma deuxième campagne a été finalement vraiment très emblématique et puis elle a été pour le coup très très médiatisée puisque j'ai lancé donc la sonde Rosetta vers la comète Churyumov-Gerasimenko. Il a vraiment une mission scientifique de pointe pour l'Europe. Voilà, absolument. Une mission, c'était une première, et d'ailleurs c'est toujours une première mondiale. Hein. Enfin, il y a personne qui est allé poser un lander
sur une comète. Et en plus, c'était une mission qui était quand même sous tension, parce qu'en fait, la sonde Rosetta aurait dû partir vers la comète Virtanen en janvier 2003. Et l'échec d'Ariane 5 de décembre 2002 a tout chamboulé. Et donc... on a changé de comète. On a changé de comète. Et donc, pour changer de comète, il a fallu tout arrêter, désosser Rosetta, le lander et l'orbiteur, tout recalibrer, toutes ces missions scientifiques qui étaient vraiment conçues pour monitorer Virtanen. Donc, ça a été un peu plus d'un an de cocooning, plus que cocooning, puisqu'il y a quand même eu des activités majeures sur la sonde Rosetta. Et puis, après, il y a le vol habité aussi, quelque part, indirectement, mais il y a le vol habité. Absolument. Donc, ça, c'était 2008. Donc j'ai aussi finalement été directeur des opérations du lancement du premier des 5 modèles de l'ATV, donc le cargo ravitaillement de la Station spatiale internationale pour l'Europe. Donc c'est les cargos qui peuvent ravitailler les astronautes de l'ISS en vivre, en expérience, en tout ce dont ils ont besoin, en tout cas, pour poursuivre leur mission. Absolument. Ouais, donc en cargo, en nourriture, de l'eau, de l'oxygène. Donc mission essentielle à la survie des astronautes. Du carburant aussi, puisqu'en fait la station spatiale, elle a tendance aussi à retomber sous les effets des frottements et de la gravité. Donc il faut la relever régulièrement. Donc ça veut dire qu'il faut la ravitailler en carburant. Voilà, donc tout ça, c'est un magnifique programme. J'ai travaillé 4 ans dessus avant de pouvoir le lancer quand même, parce que il a vraiment fallu adapter nos modes de fonctionnement. C'est quand même un objet hors norme. Plus de 20 tonnes au décollage, plus de 10 mètres de haut, 5 mètres de diamètre. Enfin, on n'a d'ailleurs pas lancé d'objet de plus gros que ça encore depuis le centre spatial. Aujourd'hui, il y a Ariane 6. Il a fallu construire déjà son pas de tir. Et ça, vous y avez... contribué. Donc c'est le pas de tir et la 4. Voilà, l'ensemble de lancement numéro 4, qui a été en construction pendant 8 ans à peu près, donc du milieu des années 2010, et la fin des constructions est survenue vers 2022-2023. Et qui est très innovant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des grosses nouveautés par rapport à ce qu'on faisait avec Ariane 5. Oui, ça a été l'occasion effectivement de pouvoir implémenter de nouvelles méthodes de travail pour la filière Ariane, mais pour le coup pas si nouvelles que ça dans le milieu aérospatial, puisque en fait on s'est vraiment inspiré pour la première fois dans la filière Ariane et de la manière dont fonctionnaient les Russes avec Soyouz justement. Donc avec l'intégration à l'horizontale du corps propulsif central d'Ariane 6. Donc Ariane 6 est assemblée à l'horizontale, à Kourou, là où de Ariane 1 jusqu'à Ariane 5, c'était une intégration à la verticale. On s'est aussi énormément inspiré de l'aéronautique, puisque la chaîne d'assemblage de ce corps central d'Ariane 6 n'est ni plus ni moins que une copie de ce qui est fait chez Airbus à Toulouse pour l'Airbus A350. Et après, la partie pas de tir. Donc là, on le transporte, on dresse le corps central. Absolument, sur le pas de tir. Et là, le pas de tir d'Ariane 6 est quand même vraiment remarquable et très très beau, et très très ingénieux et plein de prouesses, avec donc un pas de tir fixe cette fois-ci, et un bâtiment mobile, donc un portique mobile qui vient recouvrir la fusée lorsqu'elle est verticale, pour pouvoir donner donc des passerelles d'accès. Là où sur Ariane 5, c'était tout le pas de tir qui était sur rail et qui se déplaçait. Exactement. Là, Ariane 6... C'est toute la structure. C'est toute la structure, finalement. Enfin, le pas de tir, lui, il est fixe, et c'est la structure qui permet d'accéder et de donner les accès qui elle, est mobile. 8500 tonnes, 98 mètres de haut, qui bouge. En fait, c'est une tour Eiffel sur roue, sur voie ferrée, qui 8-9 heures avant le décollage, finalement, va être reculé de 140 mètres pour pouvoir laisser le lanceur Ariane 6 en champ libre, prêt à être rempli et à décoller. Donc c'est vraiment magnifique, ouais. Alors aujourd'hui, votre travail, je l'ai noté parce que pour être sûr d'avoir l'intitulé exact, c'est sous-directeur en charge de la protection et de la sauvegarde de l'environnement. Alors, sous-directeur en charge de la protection, de la sauvegarde et de l'environnement. Je ne sauvegarde pas l'environnement, ou pas que l'environnement. Moi, d'ailleurs, je ne fais rien ou pas grand-chose. Enfin, c'est vraiment mes équipes et mes partenaires. Voilà. Donc, en fait, la sauvegarde, c'est un jargon chez nous. C'est-à-dire, en fait, c'est assurer la sécurité des travailleurs, des opérateurs et de
de la population. Donc c'est les risques industriels, ça peut être aussi des risques extérieurs qui peuvent arriver de drones, de malveillance. Voilà, donc ça c'est plutôt sous le volet protection, c'est plutôt le terme de protection dans l'intitulé. Donc on doit protéger effectivement ce centre spatial qui est quand même un atout majeur, stratégique pour la France et pour l'Europe, de toute convoitise et de toute agression extérieure. Donc effectivement, vous avez parlé des drones, mais ça peut être aussi d'aéronefs, d'avions ou autres qui pourraient rentrer dans cette zone sensible. Ça peut être finalement aussi, c'est aussi d'assurer le contrôle d'accès dans les bâtiments en tant que tel. Donc, il faut s'assurer que ce soit les bonnes personnes qui accèdent aux bons endroits, parce que le risque d'avoir une intrusion pour pouvoir avoir un axe de sabotage, faut pas le négliger. Ça, c'est pas que dans les films que ça existe. Donc vous, le gamin qui rentriez à l'air sur la Dour pour aller voir. Je suis celui qui est interdit de faire ça aujourd'hui. Mais en même temps, ça va dans le sens de ce qui est devenu le spatial aujourd'hui et dans le côté monde, stratégique. Et quelque part, ce que est devenu le monde et la géopolitique et autres, effectivement, on était certainement donc dans les années 70 ou 80 un peu plus insouciants. Les risques, ils sont partout, en fait, on se rend compte. Le risque cyber aussi, il est omniprésent. Ça aussi, c'est une évolution. Effectivement, on est déjà rentré depuis pas mal d'années, mais dans une ère alors pas tout numérique, parce que pour le coup, on a quand même des choses bien terre à terre, mais donc ces systèmes industriels sont quand même imbriqués avec des systèmes numériques qui ont une nécessité finalement d'être interconnectés au monde, parce que il faut imaginer que lorsque la fusée elle décolle, en fait sa vocation c'est quand même de parcourir des distances monstrueuses, et on fait plusieurs fois le tour de la Terre. Donc pour pouvoir garder contact avec la fusée pendant qu'elle vole, il nous faut forcément un réseau de télécommunications mondial. Donc forcément il y a des interconnexions partout, donc forcément des potentielles failles de cyber. Donc il faut être absolument parfait là-dessus, parce que ce sont autant de portes d'entrée sur un système qui est critique, hein. Et encore une fois, dans l'environnement géopolitique actuel, c'est un sujet qui est majeur. Oui. On en parlait au début, passionné d'astronomie, vous l'êtes toujours ? Oui. Vous le suivez ? Oui, je le suis. Voilà, je le suis. Quand j'étais gamin, j'étais tout le temps les yeux vers le ciel ou sur ma lunette ou mon télescope. Ça, je pense que je fais plus ça. Mais si, quand même tout le temps émerveillé. J'avoue que je regarde souvent la Lune. Oui, les étoiles, c'est vrai que pour le coup, ça c'est un héritage que j'ai de mon intérêt pour l'astronomie en tant que gamin. Je lève la tête vers le ciel. En plus, en Guyane, j'ai la chance. Les nuits sont vraiment noires. Dès qu'on s'éloigne un petit peu des villes, parce que pour le coup, il y a quand même très très peu de pollution lumineuse. Je sais lire le ciel, donc ça et je me repère immédiatement dans les constellations, les planètes, ceci et cela. Ouais, donc oui, ça reste quand même un sujet d'émerveillement, et d'autant plus que je contribue finalement indirectement par le transport spatial à la possibilité d'envoyer des sondes pour le comprendre, cet univers. Et du coup, quel est peut-être l'événement qui vous a le plus marqué, auquel vous n'avez pas forcément participé, mais qui vous a peut-être le plus l'actu spatial comme ça, qui vous a le plus étonné? Finalement, qui est proche là, et qui finalement est l'aboutissement, même si j'y ai pas travaillé en continu, et le décollage et le lancement et la séparation de Webb le 25 décembre 2021, c'était juste magique et incroyable. J'ai jamais senti autant d'énergie positive et de ferveur et autres dans la salle Jupiter. Pourtant, j'en ai fait. J'ai jamais ressenti une telle énergie. En quoi ? Qu'est-ce que ça signifiait ? On allait chercher le tréfonds de l'univers, quoi. Alors oui, il y a ça. Mais premièrement, c'était pour le coup l'aboutissement d'un projet pharaonique juste incroyable. Je vous en ai parlé. L'objet, juste magnifique. J'ai eu la chance, c'est vrai, de pouvoir aller le voir en salle blanche, de pouvoir l'observer, pas le toucher surtout pas. Mais ouais, c'était un objet absolument magnifique. Et j'ai
j'ai eu la chance de pouvoir le comprendre finalement aussi. Et quand je le voyais, là, de pouvoir me dire tel équipement, ça sert à ça sert à déployer ceci, ceci. Et puis il n'y a rien de superflu là en plus. Donc, non. Donc ça, c'est déjà magique. Le 25 décembre, c'est juste incroyable. Quand même, c'est... Oui, une émotion quelque part supplémentaire. Ouais. L'impact mondial, parce que, effectivement, ça change pas la face du monde pour les 8 milliards d'habitants de la Terre. Malgré tout, ça a été un événement mondial. Ça faisait très longtemps, si ce n'est peut-être la première fois, que finalement, sur Ariane 5, on avait une caméra qui permettait d'observer la séparation. Là, sur ça, j'avoue qu'en Europe, côté com, on est nul. Et pour une fois, on l'avait en direct sur les écrans à Jupiter. Et après, effectivement, sur les vidéotransmissions, c'était beau, c'était émouvant, ça. Et après, effectivement, encore une fois, parce que je m'y intéresse, parce que je comprends, etc., de savoir que finalement, c'était que le début d'une longue histoire, parce que cet engin exceptionnel, il fallait qu'il atteigne le point de Lagrange L2, qu'il y avait encore quand même tout ce sursis, que toute cette mécanique, cette horlogerie suisse américaine s'ouvre comme il faut pour que tout soit bien aligné, etc. Pour qu'après... Et avec plus de 300 points qui font que si ce point-là ne fonctionne pas, toute la mission est annulée. Voilà, donc c'était juste incroyable. Et en plus, c'était finalement pour moi c'était ma première mission en tant que directeur de la sécurité du centre spatial, puisque j'ai pris mon poste et ma fonction, ma responsabilité le 22 décembre. Donc 3 jours avant, j'ai pris les rênes de la direction de la sécurité. Et d'ailleurs, certains m'en voudront, mais finalement, m'en ont voulu peut-être, mais finalement retiennent la symbolique et la belle image du 25 décembre. Mais le 22 décembre au soir à 18h à l'exposé météo, j'ai dû dire non, on ne lancera pas le 24 décembre, parce qu'on devait lancer le 24 décembre initialement, parce que les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. Il fallait attendre 24 heures. Donc effectivement, j'ai probablement empêché certaines personnes à Kourou ou ailleurs de passer un bon réveillon de Noël. Mais finalement, c'était pour mieux profiter de la symbolique de lancer à Noël. Je conseille d'aller voir Deep Sky. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le documentaire qu'on diffuse à la IMAX, qui justement retrace le lancement. D'accord. On voit les images justement du web qui se séparent et puis l'émotion des chercheurs quand ils voient les premières images après. J'ai une dernière question qui concerne plus la cité, pour savoir un petit peu s'il y a ici une manip, un objet, quelque chose quand vous le voyez qui provoque une émotion particulière, qui vous touche particulièrement. Déjà, ça va être bateau. Je vais dire que quand je vois la maquette d'Ariane 5, je dis je suis à la maison. Voilà. Donc en fait, je me sens un peu quand même à la maison ici. Oui, c'est le but. C'est le but, absolument. Après, voilà, il y a un truc qui me fait forcément rêver, d'autant plus que quand il y a eu la sélection des astronautes, j'ai été candidat et c'est Thomas qui m'a pris la place. Mais effectivement, le Hall of Fame et puis toute l'allée où il y a les astronautes et tout ça, je me dis j'aurais pu en faire partie, parce que franchement ça c'est encore un truc ultime là. C'est marrant parce que quand on croise des gens qui travaillent dans le spatial, tous à un moment finissent par nous dire que ils ont quand même tenté un peu de voir s'ils pouvaient devenir astronautes. C'est quand même quelque chose qui est toujours dans l'esprit de la plupart des gens qui font ces métiers-là. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, oui, moi c'est clair que... C'était pour 2009, donc c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez envoyé un dossier et ça... je suis là, je suis resté. Mais je sais pas, vous avez fait des premières sélections, non, pas du tout. Même pas. Donc le Hall of Fame, c'est quelque chose qui vous fait rêver. Oui. Les Happy Few qui ont pu toucher les limites actuelles de ce que peut faire l'être humain dans le spatial, quoi. Ouais. On ira plus loin dans un futur moyen ou long terme, mais voilà, déjà aujourd'hui, d'être à 400 km d'altitude, il y a quelques-uns qui sont allés à la limite de l'humanité, finalement, et pas pour dire « ouais, j'y étais super chouette », dans l'objectif de mieux comprendre et toujours de mieux apprendre et de... Faire de la science. Et de faire de la science, quoi. Il y a, ça me fait juste penser à ça, l'Europe, l'ESA en tout cas, se lance dans l'idée de faire un cargo de nouveau spatial européen. Est-ce que relancer
un cargo, ça aussi, ça vous fait rêver, vous dire relancer un cargo vers l'ISS? Non, je pense pas que ça me fasse rêver. Pas autant que n'a pu être franchement, c'est utopique, ça a peut-être pas de sens, c'est pas la priorité. Non, enfin, là, ce qui me ferait rêver, c'est de pouvoir lancer des astronautes depuis Kourou, quoi. Ah ouais. Voilà. Ça serait pour le coup la dimension ultime de ce que je peux faire, puisque je n'irai jamais en orbite. Mais par contre, aider depuis le sol français à atteindre l'orbite pour un spationaute, ça serait vraiment... Ah ouais, ça serait... En plus, c'est hyper stimulant en termes d'innovation, de choses à faire. Et ça, pour ça, le CSG est tout à fait en capacité de le faire. Mais certainement. Alors là, complètement. C'est une question politique et économique. Mais alors là, franchement, on a toutes les bonnes têtes pensantes, on a tous les bons techniciens, on a tous les bons opérationnels. Je sais qu'on a déjà certainement aussi des spationautes prêts à vouloir venir être lancés depuis Kourou. Thomas, Arnaud et Sophie, je suis persuadé qu'ils attendent que ça. Bon, malheureusement, il faut quand même un déclic et c'est quand même pas rien, c'est pas une paille. Hein. Mais franchement, ça serait encore une autre dimension pour le centre spatial. Ça serait vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce podcast. Et puis, on espère qu'on a hâte de voir les premiers astronautes partir de Kourou. Oui, non, mais il faut y croire. Et puis il faut œuvrer pour. Il faut trouver la bonne fenêtre, la bonne opportunité, sans arrêt, sans cesse faire passer le message, les convictions et autres. Et ça prendra peut-être un jour. Merci beaucoup. Merci. Merci à Thierry Vallée pour le temps qu'il nous a consacré et à travers lui, on salue toutes les équipes du Centre spatial guyanais qui travaillent pour garantir un accès autonome à l'Europe. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre tout plein d'étoiles et de commentaires sur votre application préférée de podcast. Ça nous encourage et ça nous aide beaucoup. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité de C'est ton espace. À très vite.